prochaine présentation est une présentation sur chemsec et santé sexuelle chez les ARSA. Faut que c'est un exercice de diction, ça. Qui va nous être donné par Daniel Jonathan Laroche. Donc, accueillez Daniel Jonathan, s'il vous plaît. Bonjour. Si je vous parle d'une sensation euphorique, une sexualité où tu n'as pas de barrière, où tu es à l'aise avec ton corps, tu es à l'aise avec le corps de ton partenaire pendant des heures et même des jours de plaisir. C'est quelque chose que ça nous parle, c'est vraiment intéressant. Mais si je vous dis que c'est très accessible et c'est possible, mais à quel prix? C'est un peu de ça que je vais vous parler aujourd'hui, le chemsex. J'aborderai le sujet sur plusieurs façons, sur plusieurs formes, entre autres les substances utilisées, le pourquoi on s'adonne à cette pratique, les bienfaits que ça peut avoir, mais aussi les coûts qui sont reliés à pratiquer le chemsex. Puis aussi, je vais vous donner des trucs si vous travaillez avec une clientèle ARSA. ARSA, c'est hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. Alors, quoi repérer, quelles questions poser et aussi des trucs qu'on peut donner à une personne qui pratique le chemsex. Premièrement, je vais vous parler un peu de moi pour que vous compreniez de où je viens. Je vais vous expliquer un peu mon chemin de vie. Autant mon chemin de vie personnel, mon parcours professionnel et académique. Je suis un homme gay, je viens d'une bonne famille, de parents qui nous aimaient beaucoup. J'ai quitté la maison tôt pour rentrer sur le marché du travail. Je vous dis ça pour que vous compreniez que le chemsex, c'est plusieurs personnes qui peuvent y toucher et ça ne vient pas seulement d'une personne qui a des problèmes de consommation, quelqu'un qui vient d'une famille dysfonctionnelle. Il y a plusieurs personnes qui consomment des drogues dans un contexte sexuel et ça touche un peu toute la communauté. J'ai consommé, j'ai été introduit aux drogues assez jeune parce que j'ai commencé à travailler dans des saunas, j'ai été dans des sex parties, j'en ai même organisé moi-même. Alors, pendant toute ma vingtaine, ma début de vingtaine, c'était un milieu que je me connaissais assez. Que je fréquentais, mais que je n'avais pas un problème avec les consommations à ce moment-là. Un peu plus tard, ce fut suite à une dépression majeure à 26 ans que là, j'ai commencé à avoir peut-être un plus gros problème de consommation. Ça s'est passé pendant environ 4 ans. Jusqu'à temps que je devienne par la suite un intervenant auprès des hommes gays et bisexuels et plus spécifiquement ceux qui consomment des drogues. Et depuis la dernière année aussi, je suis maintenant étudiant à l'Université de Sherbrooke en toxicomanie. Et c'est un peu la suite logique des choses dans mon parcours académique. Pour beaucoup, on m'a même posé la question une couple de fois, c'est quoi le chemsex?
Premièrement, ça vient d'un anglicisme, ça vient du mot anglais chemical et sexe. Au Québec, plutôt en Amérique, on utilise plus le terme PNP, Party and Play. Le chemsex est une expression qui a été inventée par les hommes gays, puis adaptée dans le secteur de la santé. Ça a été surtout inventé lors des sites Internet de rencontres, des applications de réseautage qui ont servi beaucoup la communauté. On avait besoin d'un langage pour se comprendre. Alors, le chemsex ou PNP a devenu, dans le jargon des hommes gays bisexuels, sur les réseaux sociaux de rencontres, un jargon normal pour nous autres. Les médias déforment aussi le terme pour définir l'usage de drogue dans un contexte sexuel. Pour eux, le chemsex fait référence automatiquement à un usage problématique, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Quand on parle de chemsex, on fait référence à l'utilisation d'une combinaison de substances incluant crystal meth, méphédrone qui n'est pas vraiment ici au Canada. Par contre, on n'est pas à l'abri que ça arrive un jour ou l'autre. Le GHB et GBL et de la kétamine. Dans un contexte vraiment sexuel auprès des hommes gays, bisexuels, qui ont des relations sexuelles entre eux. Pour la présentation, je vais focusser vraiment plus sur le crystal meth et le GHB. Ce sont les deux drogues les plus populaires pour le chemsex, surtout ici à Montréal. Pourquoi c'est si bon le chemsex? Il y a des raisons pourquoi qu'on commence à utiliser des drogues. C'est souvent associé à certaines particularités culturelles propres aux hommes gays. Il est important que le secteur de la santé reste attentif, par contre, à fournir des soins à tous ceux qui consomment des drogues, mais aussi aux hommes gays et bisexuels qui utilisent des drogues dans un contexte sexuel, parce que ça représente un défi supplémentaire pour la santé publique, les communautés, par rapport aux stratégies d'intervention, aux stratégies de prévention utilisées, mais aussi au risque qui est plus élevé de contracter une ITSS. Le rôle des applications de réseautage et de rencontres ont joué un rôle important dans l'ampleur du chemsex. Les applications ont, à certains égards, été une fonction bénéfique pour la vie des hommes gays, bien qu'elle ait également eu des conséquences négatives. Le sexe pour les hommes gays, c'est souvent associé aux risques et aux dangers. C'est une des conséquences qu'on doit vivre à cause de l'épidémie du VIH et SIDA, qui a particulièrement touché les hommes gays. Beaucoup d'autres hommes gays luttent aussi avec le sexe et l'intimité. Ayant grandi avec une identité sexuelle différente, une homophobie culturelle ou intériorisée, un désir de s'intégrer, d'éviter le rejet, les applications ont été adoptées très rapidement par la communauté gay comme un moyen de dater et de chercher du sexe et communiquer ses besoins sexuels et affectifs en utilisant des abréviations, des mots-clés qui peuvent être difficiles pour beaucoup de gens de comprendre, mais qui peuvent souvent mener à des rencontres sexuelles inimaginables. Les drogues sont devenues un outil utilisé par beaucoup pour négocier et surmonter ces défis d'entrer en intimité avec un autre homme et d'accepter son corps, son poids, ses différences. Pour certains, c'est de se livrer à des pratiques sexuelles différentes,
comme le BDSM, la domination, le fisting. Les drogues permettent de franchir cette barrière-là. La méthamphétamine, plus souvent nommée comme cristal meth, cristal ou tina, c'est une drogue de la famille des amphétamines. C'est un puissant stimulant du système nerveux central. L'ingrédient principal du cristal, c'est l'éphédrine ou la pseudoéphédrine, qu'on retrouve souvent dans des médicaments contre le rhume ou la grippe. Et ça contient aussi d'autres produits chimiques dont la plupart proviennent de produits domestiques, courants, de produits nettoyants, industriels, comme par exemple du soufre qu'on retrouve sur le bout d'un allumette, d'hydroside de potassium, du lithium à batterie, du nettoyeur à frein, des solvants, de l'alcool à friction, de l'éther, qui est un gaz très explosif et très dangereux, et d'autres produits vraiment toxiques. Le cristal meth affecte directement les neurotransmetteurs. Comme vous pouvez le constater sur ce tableau-là, pour avoir un bon équilibre, on a besoin d'un bon mélange de neurotransmetteurs, dont la dopamine, la sérotonine et la noradrénaline. Dans notre corps, le cristal affecte le niveau de dopamine surtout. La dopamine est le neurotransmetteur de l'euphorie, celui qui nous dit ce qui nous plaît, c'est un peu l'hormone du bonheur. Contrairement à la cocaïne, ce qui est naturel, le cristal, c'est un produit qui est fabriqué, c'est un produit de synthèse. La sécrétion de dopamine est habituellement très sensible à la nouveauté, donc plus on répète une activité, moins elle procure de plaisir avec le temps. C'est pourquoi on peut constater une escalade du besoin pour de nouveaux stimuli. Une des dernières choses importantes à savoir sur le cristal, c'est qu'il semble désactiver la partie du cerveau qui contrôle l'instinct de survie et de conservation de soi. C'est ce qui explique que les consommateurs de cristal peuvent se comporter comme jamais ils ne le feraient s'ils seraient à jeun ou sobres. C'est aussi pourquoi que quand on est sous l'influence du cristal, nous avons pas de baisse de libido parce que notre esprit est un peu tracassé par les occupations de la vie, comme payer le loyer, laisser entrer des étrangers chez nous qui pourraient même nous voler, utiliser des seringues propres à la limite. Cela ne veut pas dire que le cristal élimine tous nos désirs intérieurs profonds, mais il fait qu'entraver la partie de notre cerveau qui sert à la conservation de soi. Ce qui peut nous sembler bizarre et dangereux quand nous sommes sobres devient amusant et même excitant sous l'influence du cristal. Je vous ai dit que ça libère beaucoup de dopamine. Tout ce qu'on fait dans la vie qui nous rend heureux, qui nous fait sentir bien, relâche de la dopamine. Manger, avoir du sexe, fumer pour ceux qui fument. Si vous avez déjà fait de la cocaïne, aussi, ça libère de la dopamine. Comme vous pouvez le constater, le tableau ici montre très bien comment le cristal meth affecte plus que n'importe quoi le niveau de dopamine dans notre cerveau. Si on regarde la nourriture, on est un peu en bas de 200. Juste avoir du sexe sans drogue, on est environ à 200. La nicotine, c'est pas loin de 300. Et la cocaïne, c'est pas loin de 400. Quand on parle de cristal meth, on arrive quasiment à 1200 de dopamine qui est délivrée dans le cerveau. Alors, c'est beaucoup plus que le reste
des activités qu'on fait. De quelle façon on utilise le cristal? Il y a 4 façons vraiment. Il y a fumer, qui est la façon la plus populaire, la moins dangereuse, la moins dommageable à long terme. Il y a sniffer à l'aide de voies ultranasales. Le booty bump, ce qu'on appelle dans le jargon, c'est mélanger le cristal avec de l'eau et l'injecter dans l'anus avec une seringue pas d'aiguille. Et le fameux slamming. Slamming, c'est un terme qui a été inventé par les utilisateurs de cristal pour parler de l'injection l'injection de cristal meth. Parce que souvent, ceux qui pratiquent le chemsex ne veulent pas se faire identifier comme un utilisateur de drogue injectable. Pour eux, ils pratiquent le slamming. Alors, c'est pour ça qu'ils ont inventé le terme. Et le slamming est aussi très érotisé. Le GHB, on l'appelle aussi le jus, de l'eau bénite, la drogue du viol, l'ecstasy liquide. Il y a plusieurs noms qu'on peut y donner. Le GHB, c'est un dépresseur du système nerveux central. Les principaux effets sont euphorisants et sédatifs, qui en font une substance parfaite lors des débats sexuels. Le GHB se présente sous forme de liquide transparent et inodore en petites fioles. Le GHB est produit naturellement dans notre corps en petites doses, ce qui en fait pas moins un produit moins inoffensif. Comme pour toutes les autres substances, les effets du GHB varient selon la dose ingérée. La fabrication clandestine et artisanale du GHB entraîne un plus grand risque de toxicité pour les usagers puisqu'ils ne savent jamais la dose vraiment qu'ils consomment. Une faible dose provoque une relaxation importante, une euphorie, une diminution de l'anxiété, une désinhibition sexuelle, une sensation d'ivresse semblable à l'alcool. Il est d'ailleurs difficile de différencier à première vue les deux types d'intoxication. Le désir de socialiser et de la libido vraiment augmentée augmente avec le GHB. Ces derniers effets combinés diminuent les inhibitions et facilitent les rapports humains. En plus grande dose, le GHB entraîne une amnésie. Ainsi, la personne ne se rappelle plus des événements qui s'est produits et provoque aussi des étourdissements et des pertes d'équilibre et de confusion. Comment réduire les risques et les effets néfastes du chemsex? Bien, si on est un clinicien ou un intervenant, il y a certaines questions clés qu'on peut poser lors d'entretiens avec quelqu'un qu'on sait qui consomme des drogues et qui est dans un contexte sexuel. C'est premièrement, quelles sont les drogues utilisées avant, pendant les rapports sexuels? Comment sont consommées les drogues? Est-ce que c'est fumé, sniffé, injecté, pris par voie anale ou orale? À quelle fréquence la personne consomme? Quand avez-vous eu votre dernier rapport sexuel? Combien de partenaires une soirée typique peut-il inclure? Dans quelle mesure l'utilisation du condom est-elle utilisée pendant le chemsex? Si la personne est séropositive, est-ce qu'elle prend son traitement antirétroviraux comme elle se doit de le prendre? Avez-vous parfois oublié de prendre vos médicaments quand vous êtes sur l'effet du chemsex? Puis, si vous êtes clinicien aussi, il faut peut-être vérifier l'interaction de médicaments
avec les drogues utilisées. Si vous êtes VIH négatif, combien de fois avez-vous eu recours à une PEP? Connaissez-vous les symptômes d'une séroconversion? Prenez-vous la PrEP? Combien d'autres ITSS avez-vous eu dans les derniers 6 mois? Puis par c'était quand le dernier dépistage? Connaissez-vous des pratiques plus sûres pour éviter l'hépatite C? Est-ce qu'il y a une dépendance à une des drogues utilisées qui se fait vraiment de manière plus constante, vraiment en dépendance? Surtout si c'est du GHP, il y a des symptômes de sevrage qu'il faut prendre en considération si la personne veut arrêter. Des trucs qu'on peut donner à une personne qui consomme des drogues aussi, c'est dans leur matériel de consommation. Offrir du matériel stérile pour VIH, pour prévenir le VIH et l'hépatite C. À Montréal, on est quand même chanceux. En 2018, la plupart des organismes communautaires en ont, les pharmacies en ont. Par contre, il y a des fois encore la stigmatisation qui vient avec le fait d'aller chercher des seringues ou du matériel de consommation. Mais par contre, c'est disponible et il faut vraiment que les gens le savent. Fumer à la place d'injecter. Si la personne consomme du cristal meth, on peut vraiment y faire comprendre que fumer va être beaucoup moins dommageable à long terme et c'est un des risques importants qu'il faut retenir pour la consommation du cristal meth. Calculer l'heure entre les doses. Des fois, on va penser l'effet est parti, mais si ça ne fait pas 1 heure encore, l'effet est encore là, même si on ne le sent plus. Alors, prendre une autre dose peut amener à des complications. Essayez de ne pas consommer seul. C'est toujours important. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours faisable, mais consommer avec quelqu'un d'autre nous permet une autre personne peut voir les symptômes d'un overdose ou d'un surdosage. Vraiment concentrer la personne sur prendre soin d'elle. La plupart du monde qui consomme des drogues veulent continuer pendant longtemps, ne voudront pas manger, n'auront pas faim, mais il faut vraiment qu'ils se forcent pour vraiment maintenir une bonne santé. Et des fois, qu'est-ce qu'on peut conseiller? Au lieu de manger du solide, il y a des boissons qui remplacent des repas, comme des boosts, des ensures. Également, du lait au chocolat, il y a beaucoup de protéines là-dedans, qu'on peut recommander ça aux personnes. Se reposer, même si on n'est pas fatigué, même si on n'a pas envie de se reposer, si on fait au moins une petite relaxation de 1 heure ou 2 pendant une certaine période, ça va faire du bien vraiment à notre corps et ça va nous permettre aussi de pouvoir récupérer plus facilement quand on va avoir terminé de consommer. Se mettre une alarme pour prendre sa médication. Avec les cellulaires ici, maintenant, c'est vraiment facile. On met une alarme sur notre cellulaire et on se fait rappeler qu'il faut prendre notre médication, et soit pour le VIH ou soit notre PrEP pour prévenir. Brosser les dents régulièrement ou se rincer la bouche avec un rince-bouche, parce que quand on pratique le chemsex, quand on prend des drogues, notre bouche, ça sèche et souvent, ça peut causer des problèmes buccales.
Et la dernière vraiment chose qui est importante, que je pense qu'il ne faut pas passer à côté, c'est parce qu'on parle de la vie, de notre vie, de la vie de d'autres personnes, c'est d'apprendre les signes d'un surdosage ou d'un overdose. Puis, on ne le dira jamais assez, de jamais conduire après avoir consommé, même si c'est un stimulant, même si on pense d'être capable de conduire, les effets sont là. Même si on peut souffler dans une balloune puis on va être correct pour la police, ça ne veut pas dire qu'on est correct à conduire. Alors, il ne faut vraiment pas oublier ça. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions pour Daniel Jonathan? On entend souvent dire qu'il n'y a pas de service adapté pour les consommateurs de cristal ou qui font du chemsex. Est-ce qu'il y en a qui se développent actuellement? Est-ce que dans votre expérience, vous avez réussi à trouver des ressources adaptées? Il y a un gros manque de services pour les hommes gays qui consomment des drogues. C'est souvent relié vraiment sexuel. Alors, ils peuvent aller dans toutes les centres possibles, mais dans les centres, ils n'ont pas le droit de se masturber, ils n'ont pas le droit. On ne parle pas vraiment nécessairement de sexualité. Si on en parle, c'est vraiment à part. On ne parle pas du problème. Et c'est bien beau d'avoir une abstinence quand tu as des problèmes d'addiction. Tu as une abstinence pendant 2, 3, 4 mois de substance. Mais à un moment donné, si tu prends une abstinence aussi de sexualité, à un moment donné, le besoin du corps va se faire ressentir et c'est là que souvent la rechute allait. Malheureusement, il manque vraiment de ressources. Nous autres, on est en train à CCM, on est en train de... on offre un atelier pour ceux qui veulent arrêter le cristal meth et c'est un atelier sur la sexualité et le cristal meth. Mais c'est pas assez. Là. Il faudrait vraiment faire d'autres ressources. Puis c'est un atelier de 8 semaines que souvent, là, c'est même pas assez long. On finit l'atelier, puis il en demande encore. Là. C'est un gros manque. Merci.